Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'évolution et d'information. On va commencer par prendre plusieurs systèmes d'information et voir le rapport qu'ils ont avec le hasard, avec le monde de l'aléatoire. Commençons par un dictionnaire. Je prends au hasard la définition d'un mot, le mot œnologie. Cette définition est précise et nette. Maintenant, je vais appliquer une perturbation aléatoire à cette définition. 5 lettres vont changer. Ça fait encore à peu près sens. Appliquons à nouveau une perturbation aléatoire à 5 endroits. Ça commence à être plus difficile à lire et à comprendre. Si je répète cette opération, le message perd son sens. Ça devient une suite de caractères aléatoires. À partir d'une suite de caractères par défaut, combien faudrait-il que je fasse d'essais pour retrouver la définition de mon mot? Ou même une définition proche qui pourrait convenir? Sûrement des milliards de milliards de milliards. Évidemment, plus le résultat désiré est court, plus ça devient probable. Par exemple, un mot de 3 lettres, c'est assez facile à obtenir. On a une chance sur 17 000. Une définition de 100 lettres, j'ai une chance sur 10 puissance 141. Une définition de 1000 lettres, j'ai une chance sur l'infini. Je pourrais aussi sélectionner à chaque étape les lettres qui conviennent et arriver en 6 ou 7 essais seulement au bon résultat. Mais ça voudrait dire que je connais le résultat final et que j'utilise mon intelligence pour guider le processus. Évidemment, dans le cas de l'évolution du vivant, ça ne nous intéresse pas. Si les espèces ont évolué naturellement, il n'y a aucune préscience. À moins que Dieu ait conduit l'évolution, ce qui est exclu par la majorité des évolutionnistes. La loi générale est la suivante. Plus un système d'information est complexe, moins il sera probable qu'il soit conservé par des perturbations aléatoires. C'est valable pour la conservation de l'information, mais aussi pour son apparition. Plus celle-ci est complexe, moins il sera probable qu'elle soit obtenue par le hasard. C'est le concept d'entropie de Claude Shannon, le père de la théorie de l'information. Quand on parle de complexité, on pourrait tout aussi bien parler d'entropie. Maintenant, prenons du code informatique. Il s'agit aussi d'informations, avec une entropie très élevée. On obtiendrait les mêmes comportements. Il y a une chance qu'on peut considérer comme nulle, pour qu'en partant de caractères par défaut et en appliquant des modifications ou ajouts aléatoires, on obtienne un navigateur web, par exemple. On pourrait prendre les signaux 4G ou 5G, qui contiennent eux aussi de l'information en quantité. C'est pareil, l'information, de manière générale, déteste les perturbations aléatoires. On pourrait aussi prendre cette image. Voici la même image en ayant appliqué une couleur aléatoire à chaque pixel. Ça n'empêche pas les coups de chance. Peut-être qu'une fois sur 1 million, on va gagner au loto. Les modifications aléatoires vont juste changer la couleur du fond d'écran du navigateur. Peut-être qu'une fois sur 10 milliards, la définition de mon mot va être améliorée et plus précise. Cependant, ce n'est pas la loi générale. L'information déteste le hasard. Elle est systématiquement détruite par les perturbations aléatoires. Tous les ingénieurs qui travaillent sur différents systèmes d'information savent ça pertinemment et font tout pour minimiser, éviter ou annuler l'impact du hasard. Plus l'entropie, plus la complexité de notre information sera élevée, moins il sera probable qu'on ne l'obtienne par une suite de perturbations aléatoires. Maintenant, introduisons la théorie synthétique de l'évolution. Dans le cadre de cette théorie, le support de l'évolution des animaux, plantes et bactéries, c'est l'ADN. L'ADN est un système d'information. Il y a 4 caractères au lieu de 26 comme pour l'alphabet latin. Dans le cas d'Homo sapiens, il y a 3,2 milliards de caractères. Autre exemple, dans le cas de la plante Paris japonica, il y a 148 milliards de paires de bases. C'est beaucoup, l'entropie est très élevée. La théorie synthétique de l'évolution prévoit que les mutations aléatoires modifient petit à petit l'ADN et que ces modifications ont par exemple formé des ailes sur des mammifères terrestres qui sont devenus des chauves-souris, mais aussi formé des machines moléculaires capables de découper l'ADN et de le recoller, de faire des centaines d'opérations extrêmement fines et complexes
parfois à l'échelle d'un atome. En gros, les mutations sont le moteur de l'évolution. Elles innovent, créent, complexifient des systèmes simples, inventent des gènes, des protéines, des machines moléculaires, des organes, et ça donne les familles animales et végétales actuelles. Wait a minute. Pas si vite, c'est bizarre. On avait vu dans la première partie que les perturbations aléatoires détruisaient l'information. Comment pourrait-il en être autrement pour le vivant? Pourquoi l'ADN ferait exception? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à la langue française, à du code informatique ou à des signaux satellites? Mon image est détruite par les perturbations aléatoires. Mon programme est détruit. Mes signaux satellites sont détruits. Qu'est-ce qui est magique avec l'ADN? Pourquoi il évolue? Figurez-vous que des centaines de mathématiciens se sont posés ces questions. Si on prend la protéine titine par exemple, la plus courte protéine titine que l'on connaisse dans le monde vivant a 81 000 caractères. Il est difficile de croire que ce sont des essais successifs et finalement le hasard qui a formé cette molécule ultra complexe. Il faut noter ici que plusieurs codons, donc combinaisons de caractères, peuvent donner le même acide aminé. Il faudrait aussi savoir combien il y a de versions de la protéine titine qui sont fonctionnelles dans le monde vivant. En gros, il n'est pas facile de connaître la probabilité exacte d'obtention de la protéine titine par le hasard. On devine cependant qu'elle est infiniment basse. Même si plusieurs configurations différentes peuvent être gagnantes, il faudrait des milliards d'années et des milliards d'essais par seconde juste pour une protéine. Beaucoup d'espèces vivantes ont des centaines de milliers de protéines, certaines ont même des gènes et protéines sans aucune correspondance chez les autres espèces. Ces interrogations sont finalement restées dans une sorte d'état de flottement pendant longtemps. On n'avait pas vraiment de moyens pour vérifier que le modèle très improbable de la théorie de l'évolution est effectivement le bon. En 1988, le professeur Richard Lenski décide d'isoler des bactéries et d'observer méticuleusement leur évolution. Les bactéries se reproduisent 15 fois par jour, donc avec le temps, on devrait enfin comprendre ce mécanisme mystérieux de l'évolution. Comment une accumulation de mutations aléatoires conduit à des évolutions dans l'ADN, des complexifications majeures, de nouvelles protéines qui remplissent de nouvelles fonctions? Est-ce que c'est par une sélection naturelle très forte? Est-ce que c'est par une sorte d'auto-amélioration de l'ADN? Finalement, 30 ans plus tard, les résultats obtenus sont ceux qui étaient attendus par certains et redoutés par d'autres. Ce schéma montre la quantité de mutations qui apparaissent au cours du temps. De la génération 0 qui peut être considérée comme un état naturel à la génération 60 000. Les 12 colonies étudiées dans cette étude montrent sensiblement les mêmes courbes. On voit que la plupart des mutations sont apparues au début de l'expérience. Puis, au cours du temps, il y a de moins en moins de nouvelles mutations qui se fixent sur la population. Autour de la génération 60 000, l'accumulation de nouvelles mutations est quasiment nulle. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de nouvelles mutations qui apparaissent au fur et à mesure que le temps passe? Normalement, la bactérie devrait évoluer, éventuellement vers une autre forme ou une autre espèce de bactérie. Si ce processus a eu lieu pendant des milliards d'années, on ne devrait pas observer ce plafond, cette limite. On peut faire un parallèle avec notre phrase de la première partie. Les mutations qui s'appliquent au génome de la bactérie E. coli sont les modifications aléatoires que j'applique à cette définition. On voit bien que la définition reste compréhensible avec 1, 2, 3, 5 mutations. À mesure que le nombre de mutations augmente, on atteint une sorte de plafond. Si on va plus loin, cette définition ne sera plus fonctionnelle. Il se passe la même chose avec notre bactérie. Il y a un seuil de mutation que le génome d'une espèce donnée peut tolérer. Les individus qui dépassent ce seuil meurent. Les individus qui survivent et se reproduisent sont ceux qui héritent de niveaux de perturbation qui sont tolérés par l'organisme. En 60 000 générations, les bactéries ont atteint un plafond, elles ne tolèrent quasiment plus les nouvelles mutations. D'une certaine manière,
elles ont essayé toutes les combinaisons possibles. Peut-être que certaines modifications ont conféré un avantage dans le cadre des conditions de l'expérience. Le point central est qu'elles ne peuvent plus changer. Elles se sont spécialisées et n'ont plus la plasticité qu'elles avaient à la génération 0. Les seules bactéries qui peuvent survivre sont celles qui n'accumulent plus aucune mutation ou alors qui reçoivent des mutations qui annulent les mutations reçues dans les générations précédentes. Cette deuxième image montre le résultat de mutations sur des gènes qui codent pour des protéines. En jaune, les zones mutées. Globalement, on voit que les mutations ne changent pas la forme générale des protéines. L'expérience de Lenski a produit des dizaines de milliards d'individus. Comme dans notre exemple du loto, certaines bactéries accomplissent peut-être certaines tâches plus efficacement ou rapidement que dans leur état ancestral. Ça peut constituer des avantages nets dans certaines circonstances. Malheureusement, ce n'est pas le genre de transformation qu'on attendait. On constate qu'il y a juste des extensions ou modifications mineures sur des structures ou protéines qui étaient déjà là à la génération 0. En plus, les bactéries tolèrent de moins en moins les mutations. Même en considérant qu'elles ont évolué, elles n'évoluent plus du tout à la génération 60 000. Elles sont bloquées. Exactement comme notre définition qui a atteint un seuil de modification maximale. Les chiffres clés de l'expérience de Lenski après 70 000 générations sont les suivants. 0 nouveaux gènes, 0 nouvelles protéines, 0 nouvelles fonctions. Pas une seule des colonies de bactéries E. coli n'a évolué. Certaines colonies ont même perdu plusieurs gènes, donc l'entropie, la complexité de leur génome a diminué. Les gènes qui ont été conservés sont parfaitement identifiables avec ceux de la génération 0. L'espèce bactérie E. coli est aussi parfaitement identifiable par son ADN. Nous n'avons pas de nouvelle espèce. Si vous voulez aller plus loin, lisez les échanges entre Richard Lenski et Michael Behe. Lenski lui-même écrit la chose suivante dans son blog. La bactérie a pu, au cours de l'expérience, perdre sans conséquence sa capacité d'exploiter des ressources absentes dans son bocal, perdre ses mécanismes de défense face aux prédateurs eux aussi absents, perdre sa capacité à résister à des températures extrêmes, aux antibiotiques, aux sels biliaires, etc. Donc, les théoriciens idées et les théoriciens de l'évolution sont d'accord sur ce point. La bactérie a perdu des dizaines de fonctions. Elle sera probablement éliminée en 3 générations si elle retourne dans son environnement naturel. Les mutations détruisent l'organisme. Dans un environnement avec peu de défis et peu de dangers, un organisme peut tolérer un niveau important de mutations, mais toujours limité. Le parallèle incontournable doit être fait avec les bulldogs, qui sont des loups ultra mutés et qui rencontrent au cours de leur vie des dizaines et des dizaines de problèmes de santé. Ils n'ont aucune chance de survie à l'état naturel. On peut rappeler ici qu'en à peine 300 000 générations, la lignée humaine aurait acquis plus de 1000 gènes qui ne sont pas identifiables chez les autres singes et obtenu des dizaines de milliers de nouvelles protéines. Décidément, il y a quelque chose qui ne colle pas. La conclusion va être très simple. Revenons sur la notion d'information. On a vu que nos différents systèmes d'information sont dégradés par les perturbations aléatoires. Même s'il peut y avoir une certaine tolérance, cette tolérance est plafonnée. Au-delà du plafond, l'intégrité ou la fonction de l'information est perdue. Le génome des bactéries, des animaux, des plantes a les mêmes propriétés. C'est un système d'information, il est soumis aux mêmes lois. L'ADN, c'est de l'information, des instructions complexes, du code de programmation. L'entropie de ce système d'information est très élevée. Les phénomènes aléatoires, les perturbations aléatoires ne le font pas évoluer et ne le font pas apparaître non plus. Ils le dégradent. L'expérience d'évolution long terme la plus connue du monde, conduite et commentée par des centaines de scientifiques, indique de plus en plus clairement que le génome n'évolue pas grâce aux mutations. Le génome d'une espèce peut changer, mais jusqu'à un certain point.
ces changements ne sont pas des évolutions ou des innovations. En fait, ça veut juste dire que l'ADN répond aux modifications aléatoires de la même manière qu'un programme informatique quand il est modifié. Ça veut dire que les systèmes d'information qui ont une entropie élevée, comme les gènes qui codent pour la protéine topoisomérase 2 ou l'ATP synthase, ne sont pas apparus par une succession de combinaisons aléatoires. Il n'y a pas d'indication ni expérimentale ni mathématique pour cela. On peut modifier la 4e ligne. Les plus malins d'entre vous ont déjà compris qu'on peut conclure scientifiquement avec la proposition suivante. Dans la mesure où toutes les populations accumulent des mutations au cours du temps, et que cette accumulation a tendance à détruire l'information génétique, à diminuer la vitalité des organismes, en remontant dans le temps, on a le déroulement inverse. Et on arrive à des états ancestraux qui sont en meilleure santé, qui ont de moins en moins de mutations, qui ont une vitalité supérieure. On devine par la même occasion un événement de type création à l'origine des systèmes vivants. C'est le strict opposé de la théorie de l'évolution qui est en fait une théorie fausse. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Je remercie également le petit Robert pour avoir fourni la définition du mot œnologie. Je remercie ceux qui m'envoient des encouragements et aussi ceux qui participent activement à la section commentaires. À bientôt.